Imagine, tu vas avoir un entretien et tu stresses un peu parce que tu sais qu'il va y avoir plein de moments informels un peu partout. Tu vas peut-être te retrouver dans l'ascenseur avec d'autres gens autour, peut-être que tu vas prendre un café avec quelqu'un et tu sais pas trop comment te comporter, comment faire pour parler de la pluie du beau temps et surtout quelles sont les 5 erreurs à éviter absolument. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec une vidéo où on va analyser un article de Welcome to the Jungle, le lien sera en description, qui parle justement de ces moments informels où il ne faut pas baisser la garde. On va voir ça ensemble, le but c'est d'avoir une vidéo qui t'apprenne des trucs tout en te divertissant. Moi c'est Thomas l'ingénieur et on est parti pour une vidéo sur les entretiens d'embauche, comment gérer les moments informels. Et Jeanne, qui est chasseuse de tête pour un groupe de conseil, nous donne le ton. L'informel n'existe pas en entretien, il ne faut jamais baisser sa garde. Ce qui est assez vrai, notamment parce qu'elle dit que l'entretien commence dès l'instant où vous mettez un pied dans un rayon de 50 mètres autour de l'entreprise et se termine lorsque vous sortez de ce périmètre. Petite anecdote, c'est super vrai, parce que perso, moi, à chaque fois que j'allais en entretien, surtout au tout début, quand j'étais j'étais étudiant, donc je voulais vraiment avoir un stage et que c'était important, j'arrivais 1 heure en avance et je me mettais à un café, non pas à côté, mais qui était à 100 mètres de l'endroit, parce que je voulais pas tomber sur potentiellement des collègues ou même la personne avec qui j'allais faire l'entretien qui allait prendre un café avec un autre collègue justement là-bas. Et donc je me mettais à 100 mètres. Alors, il y a des instants décontractés pendant un entretien qui vont le ponctuer avec des indices importants qui vont être donnés sur votre personnalité à ce moment-là. Ils sont aussi importants, voire plus, que l'entretien lui-même pour justement faire la distinction entre si tu as été bon à l'entretien, ces petits moments qui peuvent se faire dire au recruteur, c'est la bonne personne par rapport à une autre, parce qu'on s'entend mieux, tout simplement. C'est normal, c'est humain. Alors là, Jeanne rajoute, donc la conseillère en recrutement, le travail d'un recruteur est justement de savoir créer ces moments pour mieux vous tester. Donc tu vois déjà qu'il y a quelque chose quand même là, il faut s'y préparer quoi qu'il arrive. Et c'est le moment de marquer des points. Les premières minutes, lorsque votre recruteur vous rencontre pour la première fois, il est indispensable de faire une bonne première impression. Oui, jusqu'à là, Captain Obvious, une étude blablabla, très bien. Les études, on sait ce que ça veut dire, on a toujours une étude qui montre ce qu'on veut. Autour d'un café, voilà, là, on arrive dans le cœur du sujet. Il arrive qu'après l'entretien, le recruteur vous propose de poursuivre autour d'un café. Après ou pendant l'entretien. Une occasion de plus de vous passer au rayon X. Évitez alors de trop vous détendre ou de vous contredire. Ah, cette petite histoire elle est marrante. Je recrutais sur un poste pour lequel il était indispensable d'être motorisé afin d'assurer de nombreux déplacements avec notamment les clients. J'ai reçu une candidate très motivée avec un profil idéal. Au cours d'un deuxième entretien, je lui ai proposé un café. Nous avons discuté une bonne dizaine de minutes avant qu'elle me raconte ses difficultés à venir au rendez-vous le matin même car son RER était en panne. J'ai fini par comprendre qu'elle n'avait pas encore son permis. Bon, ça c'est clairement une histoire nulle parce que si t'as pas ton permis et qu'ils cherchent quelqu'un qui est motorisé, c'est clairement l'une des premières questions qu'on pose et ils ont clairement filtré son CV par rapport à ça. Donc, si elle est passée aux entretiens, c'est qu'elle a menti sur son CV. Et donc là, dire lors d'un moment informel que tu as menti sur ton CV au recruteur, forcément t'es éliminé, c'est nul. Deuxième moment informel, l'estocade finale. Beau mot, estocade. L'entretien est terminé et votre recruteur vous raccompagne vers la sortie. Ce n'est pas le moment de te relâcher. Trop nombreux sont les candidats à se prendre les pieds dans le tapis à ce moment-là, très bien. C'est l'instant qui génère le plus de gaffes et de moments gênants. Et c'est vrai que ça peut faire stresser. Alors qu'il récupérait son badge à l'accueil, un candidat me demande le nombre de salariés travaillant dans le bâtiment. Je lui ai répondu que nous étions 6000. Il a eu un regard étonné et s'est exclamé « Oh, mais vous êtes grosse ?» J'ai rigolé, mais lui ne savait plus où se mettre. En vrai, il y a 2 choses importantes ici. La première, c'est que si tu ne sais pas qu'il y a 6000 personnes dans l'entreprise, t'as pas fait tes recherches, je suis désolé, mais tu fais une recherche Google sur une entreprise qui a 6000 employés, ça se trouve. Donc tu fais tes recherches avant. Mais deuxièmement, ça peut arriver de faire une bourde. Par contre, ça arrive à tout le monde. Et là, tu rigoles, mais bon, bien entendu, j'imaginais pas que l'entreprise était aussi grande, en tout cas que les locaux ici n'étaient pas. Et tu passes à la suite, il n'y a aucun problème. Ne plus savoir où se mettre, tu rigoles. La solution la plus simple pour désamorcer toute situation, c'est de faire une blague. Ensuite, l'épreuve de l'ascenseur. L'épreuve de l'ascenseur, épicentre de la gêne en entreprise. Très bien. Épicentre de la gêne en entreprise, on voit que c'est bien une formule de journaliste ça. Hein. Non, c'est un ascenseur, c'est un ascenseur. Ou 30 secondes d'ascension paraissent une éternité. Tu te détends, tu prends une respiration et voilà. D'autant plus si d'autres personnes sont présentes et silencieuses, c'est la vie. Vraiment, mais se faire tout un tas d'histoires à cause d'une situation normale de vie. Bon après, si t'as pas l'habitude, je comprends. Je comprends, hein, il faut s'y habituer, on n'a pas forcément cette expérience avant. Voyons, on continue. Si votre interlocuteur ne parle pas, faites preuve de discrétion pour éviter les impairs. Qui sait si les personnes qui vous entourent sont au courant ou non que le poste que vous convoitez est ouvert. Alors cette phrase, typiquement, la première partie est vraie. Si vous voyez que personne ne parle dans l'ascenseur, on ne parle pas, on sourit un peu, on sait ce qui se passe, on va peut-être limite avoir un hochement de tête de connivence avec la personne.
Voilà, comme ça. Mais le fait que ça soit à cause du fait que les personnes qui vous entourent sont au courant ou non que le poste est convoité et ouvert, non, c'est juste n'importe quoi, c'est juste une convention sociale. Donc, on passe, partie suivante, bonus, dans un périmètre de 50 mètres autour de l'entreprise. L'entretien est terminé, vous sortez de l'entreprise et commencez à vous décresper. Et pourtant, prenez garde à ne pas débriefer votre meilleur ami au téléphone en racontant haut et fort à quel point les chaussettes de votre recruteur étaient hideuses. L'un de ses collaborateurs est peut-être dans le coin. Restez alerte, les murs ont des oreilles. Déjà, de base, je dirais, ne va pas raconter des choses horribles sur ton entretien, quoi qu'il en soit, avant la fin de cet entretien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et oui, clairement, il se peut très bien que tu passes et que dans la rue, il y a la personne qui revienne vers ce building, justement, travaille dans l'entreprise, soit un collègue, soit le boss. Donc, tu ne dis rien jusqu'à que ce soit le plus loin possible de l'entreprise. Un bon conseil. Ça, tout à fait vrai. Faut vraiment faire attention. Tu peux te faire avoir sur une bêtise, ce serait tellement dommage. Donc voilà. Mais garde les critiques. De toute façon, de manière générale, les critiques, tu les fais toujours en privé. Et quand tu dis des bonnes choses, tu peux le faire en public. Mais les critiques, toujours en privé. On passe au top 5 des erreurs à éviter. Premier, aborder des sujets de fond. Oui, tout ce qui est politique, religion, on passe parce que c'est absolument pas le sujet et tu peux essayer de frimer avec tes connaissances en géopolitique, mais c'est fait pour du small talk et si la personne en face de toi elle a des opinions fortes qui sont en désaccord avec les tiennes, c'est fini, tu peux être sûr que tu vas te faire éliminer là-dessus, donc c'est vraiment dommage. Profitez-en plutôt pour évoquer des sujets légers, si possible liés à l'entreprise, architecture du bâtiment, nombre de collaborateurs, le cadre de travail. Et exactement, tu peux montrer que tu es curieux à moindre frais. Ça montre une qualité de curiosité, c'est vrai. Deuxième chose à surtout pas faire, être négatif. Tu as eu des difficultés à trouver le parking, ton métro était en panne ou ton chat a mis des poils sur ton costume avant de partir. Intéressant, mais garde-le pour toi. Tout à fait d'accord, on en a rien à faire des choses négatives. On a suffisamment de problèmes pour ne pas en plus parler des problèmes des autres. Si tu as fait face à des difficultés dans la journée, garde une tonalité positive dans cette conversation. Montre que tu es une personne active, qui ne subit pas les aléas de la vie, mais que tu sais s'adapter en bon philosophe et tirer parti de toutes les situations. Absolument. On veut des gens qui, lorsqu'ils voient un obstacle, ils pensent à la solution et qui ne nous parlent pas pendant sans arrêt de l'obstacle, des problèmes qu'ils ont eu. C'est relou. Et typiquement, c'est ce qu'on appelle le test de la voiture. Est-ce que si tu étais dans un bouchon avec la personne qui est en train de faire ce process, avec qui tu as un entretien, est-ce que tu auras envie d'être coincé dans un embouteillage avec cette personne? Si la réponse est non, parce qu'elle est relou, t'as pas envie de l'embaucher. Donc c'est très courant comme test et comme question pour les métiers de conseil notamment. Mais c'est très vrai. Donc ne soyez pas négatif. Troisième chose, parlez uniquement de vous. Certes, c'est le sujet que tu maîtrises le mieux, mais à moins que le recruteur ne te pose spécifiquement une question, évite de centrer la discussion sur toi. Encore une fois, profitez de ces moments pour montrer votre intérêt pour l'entreprise. La curiosité est un bon facteur de différenciation. Tout à fait d'accord, vous allez passer pendant 50 minutes à parler de tes expériences à toi. Tu vas parler de toi, t'inquiète pas, t'as du temps. Donc, limite, en fait, intéresse-toi à l'autre personne, à la personne qui fait passer l'entretien. Demande-lui comment ça se passe dans l'entreprise, quelle est l'ambiance pour elle, sur quoi est-ce qu'elle travaille. C'est ce qui est important pour elle. Et pour toi, ce qui compte, c'est qu'elle ait une bonne impression de toi. Donc, si tu lui fais passer un bon moment et qu'elle parle d'elle-même, elle va être contente. Quatrième erreur à ne pas faire, avoir un non-verbal déplaisant. Souviens-toi que 80... Bon, c'est ça là. Souviens-toi que 93% des messages que vous dégagez ne sortent pas de votre bouche, mais de votre gestuelle et de votre attitude. Ça vient de certaines études qui ont été débunkées depuis. Il s'est repris dans tous les médias, c'est super gentil, mais c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'on va le prouver très simplement. Fais un entretien et ne dis rien. On va faire un entretien en muet. Tu penses qu'il y aura combien de parties du message qui va passer? Quasiment rien. Parce que ce que tu dis est le plus important. Et après, il y a le reste qui s'ajoute. Mais des chiffres comme ça, à chaque fois que vous envoyez, méfiez-vous. Mais par contre, il est vrai que ça a une importance. Donc, essayez de contrôler cette jambe qui secoue d'impatience sous le bureau. Évitez la poignée de main tremblante ou le regard fuyant. En gros, tout ça, ça revient à quoi? C'est si tu es stressé, et ce qui peut arriver et ce qui se comprend, essaie de te rappeler que c'est une discussion avec quelqu'un et d'avoir une discussion la plus naturelle possible. Ça vient avec l'expérience. Si tu as du mal et que tu te dis mais j'y arrive pas, va faire des entretiens pour des postes qui ne t'intéressent pas du tout. Tu te dis voilà, pendant un mois je peux suivre des postes qui ne m'intéressent pas, surtout pour les jeunes qui cherchent des stages, hein, parce que quand tu es en entreprise, tu as déjà passé les entretiens, tu as déjà passé cette étape-là, ça devrait être plus naturel pour toi. Mais si tu n'en as jamais fait, va passer 10 entretiens avec des postes qui ne t'intéressent pas, ça t'entraînera et après tu seras beaucoup plus à l'aise pour les suivants. Et cinquième erreur, qui est presque l'inverse de la précédente, vouloir paraître trop confiant. Tu souhaites montrer ton assurance pour te différencier de tous ces candidats stressés. Gare à ne pas surjouer. Si le recruteur vous interroge sur vos autres pistes, n'en faites pas trop. Pour la majorité des postes, on vous pardonnera davantage un peu trop de politesse et de pudeur qu'un excès de confiance non naturelle. Oui, n'allez pas surjouer, ça sert à rien, ça va se voir. Il y a des personnes qui sont naturellement confiantes, ça va le faire, mais c'est pas la confiance qu'on va juger. Ce qu'on va juger, c'est la capacité à faire le job qu'on lui demande. La confiance, c'est un équilibre. Quelqu'un qui est trop confiant, c'est pas bon, en effet. Donc juste, restez fidèle à ce que vous êtes d'habitude. Si vous êtes un peu stressé,
ou si vous êtes un peu introverti, c'est pas un problème, comme si vous êtes trop extraverti, ce n'en est pas un non plus. Juste soyez cohérent avec ça. De toute façon, vous n'avez pas envie de surjouer parce que vous ne voulez pas arriver dans un poste où on a une image de vous, on attend quelqu'un d'extraverti, en fait vous ne voulez pas, donc ça ne va pas matcher, vous n'allez pas être heureux dans ce poste-là. Donc essayez de rester le plus naturel possible, juste d'avoir une conversation normale avec quelqu'un. Ces moments informels, ils disent beaucoup, c'est pour ça que la RH au début disait qu'elle cherchait à créer ces moments-là. Parce qu'en fait, une personne avisée en déduira vos motivations profondes. Vous l'interrogez sur la taille de son futur bureau, vous avez besoin de reconnaissance et d'intimité, vous cherchez à connaître le nombre exact de RTT, votre vie privée est importante pour vous. S'il n'y a pas de jugement infaillible, vous donnez malgré tout des clés sur votre personnalité, vos besoins et vos envies. Donc c'est un moment opportun pour justement, en posant les bonnes questions, faire bonne impression. Tous ces moments informels sont l'occasion de dévoiler une autre facette de votre personnalité. Sachez vous montrer curieux et faire sentir aux recruteurs que vous vous projetez déjà dans le poste. Pour paraître détendu sans vous laisser aller, imaginez que vous échangez avec un vieux professeur, un ami de vos parents ou toute autre personne avec qui vous vous sentez dans un subtil mélange de respect, de sympathie et de confort. Bref, montrez que vous serez non seulement un bon professionnel, mais aussi un collègue avec qui il est agréable de travailler. Au final, on est là pour ça. Vous êtes là pour savoir si vous avez envie de travailler avec les personnes en face de vous. Elles sont là pour savoir si vous êtes capable de le faire et si elles ont envie de travailler avec vous. C'est une discussion normale. Et dans toute discussion normale, il y a aussi des moments informels qu'il faut savoir gérer. Pour une autre vidéo sur comment réussir ces entretiens, je t'en mets une à l'écran et je te souhaite une très bonne journée. À toutes!